Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, j'ai la joie de recevoir Anne-Claire Méret, coach, formatrice de coach, naturopathe et praticienne EFT. Anne-Claire nous partage son parcours de transformation, depuis l'anxiété jusqu'à une vie empreinte de sérénité, de souveraineté et d'abondance. Elle nous raconte les choix courageux qui ont marqué son chemin et comment elle a appris à écouter la voix de son cœur pour faire des choix alignés plutôt que dictés par la peur. Dans cette conversation profonde et lumineuse, Anne-Claire nous guide pour refaire le chemin de la tête vers le cœur, cesser de se trahir, s'ouvrir à sa guidance intérieure et accueillir une abondance véritable, celle qui résonne avec qui nous sommes vraiment. Et comme elle le dit si bien, on se sent à la maison dans le cœur, où que l'on soit dans le monde. Je vous laisse en la très belle compagnie de Anne-Claire Méret. Très belle écoute à tous. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Amira. Anne-Claire, je suis vraiment ravie de te recevoir dans Epion Podcast. Donc merci beaucoup d'être là avec moi et d'être là avec nous, ceux qui t'écoutent. Avec joie, merci à toi pour ton invitation. Alors aujourd'hui Anne-Claire, on a un vaste sujet, on va aborder pas mal de choses ensemble, on va beaucoup parler de cœur aussi. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais, pour ceux et celles qui nous écoutent, bien te présenter s'il te plaît Anne-Claire ? Oui, alors je commencerai par le fait que je suis une femme heureuse qui vit à Bali sous le soleil, souvent sans chaussures et sans chaussettes. Et je fais ce que j'aime. J'aime servir le monde avec mes expériences, mes compétences, mes talents et aider l'humanité à se transformer. Et je fais ça sous différentes formes. J'enseigne le coaching avec une formation qui s'appelle Coach from the Heart, où j'ai formé plus de 500 étudiants à ce jour. Et puis j'aide les gens à guérir leur rapport à l'argent, à créer des relations amoureuses épanouissantes et bien d'autres choses. Donc c'est chouette, c'est diversifié et je m'amuse bien. Magnifique, super. Eh bien, merci pour cette présentation, Anne-Claire. Alors justement, il y a ce mot « cœur » qui revient dans toutes tes prises de parole, dans le nom également de ta marque, les From the Heart. Et moi, la première question que je voulais te poser, Anne-Claire, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi, écouter son cœur ? Pour moi, ça revient à réussir à se connecter à son essence profonde. Et c'est savoir qui on est, ce qui est juste pour soi, et marcher sa parole, comme on dit en anglais. Tu sais, walk your talk. et vivre cet alignement, cette cohérence. Et quand on vit depuis cet espace-là, je trouve que ça ouvre des portes qu'on n'imaginait pas possibles avant. Et on peut déployer nos ailes et vraiment rencontrer la magie de cette vie et créer des choses extraordinaires et co-créer avec d'autres qui eux aussi vivent depuis l'espace du cœur. Qu'est-ce que ça change concrètement justement quand on se met à écouter son cœur ? Dans quelle mesure ça change notre réalité et notre bien-être de manière générale ? Alors pour moi, je vais parler personnellement parce que je pense que tout le monde en fait l'expérience différemment. Mais moi, j'ai connu beaucoup d'anxiété dans cette vie. Donc jusqu'à l'aube de ma trentaine, j'étais très anxieuse, j'avais des attaques de panique quasiment tous les jours. Je souffrais aussi beaucoup d'insomnie. Et puis j'ai rencontré la naturopathie et je me suis guérie. J'ai marché sur ce chemin d'apaisement grâce à différents outils. Et c'est comme si j'avais appris à remettre les choses à l'endroit. Et donc ça m'a beaucoup apaisée. Et donc ça a créé une forme de silence à l'intérieur qui m'a permis d'écouter mon cœur. Et plus j'ai écouté mon cœur, moins il y a eu d'anxiété. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui avant était pour moi complètement à l'envers, tu vois. Je pense que quand on est enfant, on est naturellement connecté à notre cœur parce qu'on sait vivre que comme ça.
Et puis, on se suradapte à un environnement dans lequel on doit changer pour être accepté ou pour pas faire de vagues, pour que ça se passe relativement bien. Et puis, finalement, c'est comme si on se trahissait un petit peu à chaque fois et qu'on se suradaptait à un monde malade où les gens ne savent pas fonctionner à l'endroit. Et donc, from the heart, parce que pour moi, ça, c'est à l'endroit. Et quand on remet les choses dans le bon sens, pour moi, ça fait taire l'anxiété parce que c'est la justesse, c'est la maison, tu sais. On se sent à la maison dans son cœur, où que l'on soit dans le monde. Et du coup, ça crée beaucoup de calme à l'intérieur, de qualité de présence et de champ des possibles aussi qui s'ouvre avec toute la palette de couleurs. C'est comme si avant, je vivais en noir et blanc parce que tout était difficile et j'avais l'impression qu'il y avait qu'un choix. C'était soit celui-là, soit celui-là. Et c'était, tu sais, c'était le pire ou le moins pire, mais c'était pas le meilleur en tout cas. Et puis d'un coup, en vivant depuis l'espace du cœur, j'ai découvert qu'il y avait plein de couleurs que j'avais encore jamais utilisées. Donc pour moi, c'est aussi en lien avec la créativité et toute la palette de l'expérience humaine dont on peut se saisir si on veut bien essayer, avec courage. Ce mot courage, il est important, je pense. Est-ce que tu penses quand même que c'est confortable d'écouter son cœur ou ça nécessite d'aller au-delà de certaines peurs, de certains blocages? Ah non, c'est pas confortable. C'est pas confortable. Mais tu peux demander à mes étudiants parce qu'en fait, quand ils rentrent dans ma formation Coach from the Heart, ils se disent, ah, comme beaucoup de personnes, moi-même aussi, quand je me suis formée au coaching, je me suis dit, je le fais pour aider les autres. Et puis, je me suis retrouvée confrontée à un certain nombre d'exercices qui me ramenaient dans ma vérité, où je devais me poser des questions que je m'étais jamais posées pour remettre les choses à l'endroit. Et c'est tout le contraire de confortable. En fait, c'est très, très bouleversant de se dire, oulala, mais jusqu'à maintenant, je me suis un peu trahie ici et là, j'ai pas honoré mes visions, j'ai pas honoré mes valeurs, j'ai pas honoré mes limites, tellement de choses. Et puis, bah, ça remet les yeux en face des trous. On se dit, bon, bah, maintenant, je suis obligée de faire différemment si je veux avancer depuis l'espace du cœur. Et ça, c'est pas facile. Et pas tout le monde a envie de le faire. Je pense que c'est très confrontant. Et pour pouvoir le faire, il faut avoir de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent pour des personnes qui me demandent, est-ce que tout le monde peut faire du coaching, c'est-à-dire en tant que coaché, et peut devenir coach éventuellement à un moment en tant que coach, vraiment en faire son métier? Je dis, il faut de l'énergie pour ça. Moi, si tu étais venu me trouver dans la vingtaine avec des questions de coaching, j'aurais été incapable d'être challengée parce que j'avais pas dû. J'étais fatiguée, j'étais anxieuse, j'étais une boule de nerfs, j'avais pas l'énergie vitale pour pouvoir faire face à ces grandes questions auxquelles j'arrive maintenant à faire face. Qu'est-ce qui t'a aidé justement toi dans ton parcours personnel à te confronter à ça et avoir le courage justement d'avancer? Au début, c'est vraiment la revitalisation que j'ai vécue grâce à la naturopathie, la médecine traditionnelle naturelle. Donc, en médecine traditionnelle naturelle, il y a plusieurs grands courants. Il y a le courant européen avec la naturopathie, il y a le courant chinois avec la médecine traditionnelle chinoise, et puis il y a le courant indien avec l'Ayurveda. Et moi, je me suis intéressée particulièrement à la naturopathie. Je me suis formée. J'ai d'ailleurs écrit même la naturopathie pour les nuls, le livre dans la collection pour les nuls. Et j'ai pratiqué quelques années à Paris et aussi après en ligne. Et cette médecine traditionnelle naturelle m'a permis de comprendre que je n'avais jamais appris à prendre soin de moi, tout simplement. J'avais l'impression que je prenais soin de moi, mais en fait, je mettais juste des pansements sur des comportements qui étaient pas bons pour moi sur la durée. Et donc, ça m'a permis de remettre les choses à l'endroit. Et à partir de là, j'ai davantage eu confiance dans ma capacité à prendre soin de moi et à écouter les signaux de mon corps. Et là, j'ai regagné de la vitalité. Et là, j'ai senti que je pouvais me poser des questions différentes, que je pouvais davantage me challenger. Mais ça a pris du temps, ça a pris plusieurs années avant que je sente que ça devienne possible. Et le coaching est arrivé à un moment où moi, j'étais plus à l'équilibre émotionnellement aussi. Donc, il y a eu la naturopathie, où j'ai regagné de la vitalité et j'ai arrêté d'avoir des crises de panique et j'ai mieux dormi. Et il y a eu ensuite l'EFT. EFT, c'est l'acronyme de Emotional Freedom Technique. On appelle ça aussi tapping. Et c'est une technique où on tapote sur des points d'acupuncture qui sont là sur des méridiens pour relancer l'énergie qui peut être bloquée quand on exprime en même temps comment on se sent par rapport à certaines situations. Et ça m'a énormément aidée. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de thérapie, mais thérapie parlée. Et au bout d'un moment, j'avais envie de quelque chose d'autre qui vienne toucher au corps et dont je puisse aussi me saisir en autonomie.
Et donc, j'ai appris l'EFT, je l'ai fait beaucoup pour moi. À un moment, j'ai tapoté tous les jours, plusieurs fois par jour. J'étais une folle du tapotage. Ça a pris pas mal de temps, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et après, il y a quelque chose qui s'est vraiment apaisé. Et le fait d'être plus en harmonie avec mes émotions, ça m'a aussi redonné beaucoup de courage. Parce que dans les émotions, il y a de l'énergie. On dit énergie in motion, émotion. Et en fait, beaucoup d'entre nous, on est des constipés des émotions, elles sont bloquées. Et comme elles sont bloquées, elles ne nous permettent pas d'utiliser leur mouvement pour créer notre vie. Et pour donc faire preuve de courage, saisir cet élan, surfer la vague, enfin, tu utilises les mots que tu veux, mais qui permet d'aller quelque part en fait. Et cet élan-là, je pense que j'en manquais avant. Et donc la naturo et l'EFT, ça m'a aidée. Et après, j'étais prête pour des grandes questions. C'est quoi les grandes questions, par exemple, que tu as eues, auxquelles tu as eu à te confronter typiquement? Typiquement, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi dans les relations avec les autres? Je dirais beaucoup. Ça passait beaucoup par le relationnel, tu vois. Et puis après, qu'est-ce qui est juste pour moi en termes de jusqu'où j'ai envie d'aller pour honorer cette mission de vie que je sens qui vit en moi, tu sais? Et donc, à quel point je vais pouvoir lui dire oui? Et pour lui dire oui, à quoi je dois dire non? Oui, il y a l'idée de renoncement là-dedans. Ouais, c'est ça. Jouer petit, faire plaisir aux autres, certaines choses comme ça, qui ont fait que c'était grand tournant de répondre à ces questions-là pour pouvoir me dire un grand oui à moi. Mais à chaque fois que je l'ai fait, il y a des portes qui se sont ouvertes et des nouveaux chemins qui se sont dégagés et je n'aurais même pas imaginé ça possible avant. Tu sais de quoi je parle parce que je pense que c'est la même chose pour toi. Oui, ça résonne beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bah moi j'ai envie tu vois, j'ai envie d'écouter cet élan-là, mais j'ose pas, ou j'ai peur du regard des autres, ou j'ai peur de ce que ça va me faire perdre aussi. Quel conseil toi tu pourrais donner avec ton expérience et ce recul à ces gens qui ont envie mais qui ont peur quand même? Je dirais d'abord de commencer petit et de créer des espaces dans la journée où ils écoutent véritablement les messages de leur cœur. Ça peut passer par utiliser un journal, tu sais, répondre à des questions de coaching et puis utiliser un journal, écrire ce qui se passe à l'intérieur, faire de la place pour ce qui vit à l'intérieur. Et puis, plus on va faire ça, plus on va se rendre compte que c'est plus facile d'exprimer auprès des autres ce qu'on ressent parce qu'on a réussi à le formuler quelque part, on a mis des mots dessus. Et je recommanderais de le faire au début dans des environnements qui sont particulièrement bienveillants. Aller chercher peut-être d'autres personnes qui sont également en chemin pour mieux s'écouter, pour être plus proche de leur cœur. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes lors des formations que j'ai faites qui sont après devenues des amis et qui m'ont aidé à gagner en courage. Parce que quand on apprend des nouvelles choses pour soi et qu'on se dit « Ah, j'ai envie de le partager » et qu'on se retourne vers ses amis d'avant, tu sais, les personnes qu'on a rencontrées peut-être dans nos anciens boulots ou même dans nos écoles, en fait, universités ou même collège, lycée, ou dans les environnements dans lesquels on a grandi, dans les petites villes dans lesquelles on a grandi. Je sais pas où tu as grandi, mais moi, c'était particulièrement une petite ville. Ou si on se retourne vers sa famille, tu sais, c'est l'ancien soi. C'est pas tellement ce qu'on a envie de nourrir pour le moment. Et donc, je dirais cultiver des environnements qui sont bienveillants, rencontrer des nouvelles personnes qui sont sur ce même chemin. Au début, c'est génial parce que ça nous permet d'exprimer des nouvelles parts de nous qui n'ont qu'une envie, c'est de se révéler dans des espaces où on sent que c'est possible, parce que les gens nous connaissent moins, parce qu'on n'a pas encore adopté des rôles dans lesquels on s'est figé, parce qu'on ne va pas non plus challenger les gens autour de nous avec nos nouvelles réflexions, nos nouvelles croyances, nos nouvelles façons de voir le monde. Et puis après, quand on se sent prêt, on peut retourner vers les personnes, vers les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de voir les autres, hein, mais on peut aller au cinéma ou faire autre chose, en fait, pendant ce temps-là. En tout cas, pas leur parler de nos grands projets de vie sur lesquels on est en train de travailler en ce moment. Et une fois qu'on a gagné comme ça du courage, eh bien, c'est plus facile pour continuer d'avancer, je trouve. Donc, travailler un peu son audace pas à pas, avec les bonnes personnes. C'est ça, step by step. Ça prend du temps et puis c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Et moi, ce que je me demande aussi, c'est, on vit dans une société où on est beaucoup dans la tête. Tu vois, on est beaucoup dans la performance, dans l'action. Et parfois, c'est difficile quand même de faire le distinguo entre écouter son cœur et écouter sa tête. Et parfois, il y a un mélange entre les deux.
comment on peut vraiment faire de la place pour vraiment écouter son cœur et pas se faire parasiter par ce que nous dit le mental? Mhm. Alors, déjà, je dirais que c'est le travail d'une vie. C'est pas un truc qu'on fait une fois et après on sait le faire pour toujours, tu vois. Je pense que c'est quelque chose, Bon, faut c'est juste se le rassurant. rappeler. Voilà. Je pense que ça commence par une prise de décision, comme beaucoup de choses. Moi, à un moment, je me suis dit, OK, je vais mettre la tête sur le siège du passager. C'est pas elle qui va diriger, c'est le cœur qui va diriger, mais la tête peut être un excellent copilote. Elle va nous aider à aller là où on a envie d'aller. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Et ensuite, je pense que c'est bien de checker, par exemple, on va prendre un exemple. Par exemple, si on a un grand rêve, disons un grand rêve financier. Allez, on va donner juste un exemple. Pour les gens qui nous écoutent, et toi, tu peux le faire avec moi en même temps. Allez. Imaginons que pour les 12 prochains mois, tu as un grand rêve financier. Je vais dire n'importe quoi, par exemple 100 000 euros pour les 12 prochains mois. Tu peux te demander, est-ce que le cœur, comment se sent le cœur avec cette idée, avec cette intuition de 100 000 euros pour les 12 prochains mois? Est-ce qu'il voudrait plus? Est-ce qu'il voudrait moins? Et maintenant, on va se tourner vers la tête et on va demander à la tête ce qu'elle en pense. Est-ce qu'elle est à l'aise avec ça? Est-ce qu'il y a des pensées qui surviennent? Ensuite, on va revenir vers le cœur et on va demander au cœur s'il a un message pour la tête. Et comment se sent la tête? Qu'est-ce qu'elle aura envie de dire au cœur? Quel type de clé elle voudrait avoir? Qu'est-ce que le cœur a envie de répondre à ça? Et comment se sent la tête? Est-ce que maintenant la tête et le cœur ont envie d'avancer dans le même sens? Comment tu te sens? Ben là, je me sens bien. Génial, tu peux ouvrir les yeux. Merci. Donc, c'était très court, un exercice très court, mais comment on fait pour fonctionner ensemble? Parce que c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Eh ben, on rétablit la communication. Et souvent, j'ai l'impression qu'on essaie un peu de bypasser l'un ou l'autre. Tu vois, je vois beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, qui ont envie d'aller bille en tête avec un objectif financier, tu vois, par exemple, sans forcément écouter le cœur, qui dirait, ben non, mais moi, j'ai envie qu'on profite de la route et qu'on mette 3 ans à le faire et pas 6 mois, tu vois. Ou alors, ça peut être, donc soit on n'écoute pas le cœur, soit on n'écoute pas la tête, qui a des besoins, tu vois, qui sont là, des besoins de sécurité notamment. J'aimerais connaître les étapes. Oui, le Parce que plan ça, c'est d'action. souvent, en fait, c'est souvent ça qui se passe. Mais moi, je veux bien y aller. Mais si tu me dis exactement ce qui va se passer, C'est ça. tu vois, comme ça, je sais quoi emporter. Et je suis sûre que j'ai tout ce qu'il me faut. Et je sais que ça va bien se passer. Je peux tout anticiper. Mais ça, tu vois, je pense que c'est quelque chose qui va parler à beaucoup de monde, ce besoin de sécurité, qui peut-être nous bloque quand on a envie de changer de vie, d'oser des projets, des choses, aller vers plus d'inconnus, et on se sent braqué parce qu'effectivement, on veut ce plan d'action en 3 étapes pour se dire, bah voilà, dans tous les cas, je suis safe, mais en réalité, c'est compliqué parce qu'il faut aussi lâcher un peu. Et ça marche pas comme ça dans la vie parce qu'on a des plans et Dieu rigole. Je crois qu'il y a il y a une citation qui dit ça. Parce qu'en fait, la vie, elle a prévu d'autres choses pour nous. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à écrire des livres, j'ai cru, en fait, je sentais qu'il y avait une vision comme quoi j'allais vendre beaucoup de livres. La réalité, c'est que j'en ai vendu pas mal, mais que ça m'a surtout ouvert des portes pour devenir entrepreneur. Et c'était pas forcément un de mes rêves de devenir entrepreneur, d'avoir une équipe, de créer des programmes, etc. Moi, j'étais plutôt réservée. Écrire des livres, c'était parfait. Parce que comme ça, je pouvais me cacher, tu vois, derrière mes bouquins. Et finalement, écrire des livres, ça m'a obligée à trouver ma voix, voir ce que j'avais vraiment envie de dire, VOIX, tu vois, et poser mes mots, apprendre à parler en public pour aller parler de mes livres parce qu'on a commencé à m'inviter. Et puis petit à petit, ça m'a donné des idées, des envies, créer des ateliers, des choses comme ça. Donc ça m'a sorti de ma coquille. Donc la vie, elle avait un plus grand plan que moi, que devenir auteur à succès. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour, je ne vais pas vendre des centaines de milliers de livres, des millions de livres dans toutes les langues. Je tiens la vision, tu vois. Mais la vie, elle avait un autre plan et je devais passer par ces étapes-là pour pouvoir me déployer en tant que personne, développer des qualités d'être qui étaient là, mais qui étaient à l'état de bourgeon et qui devaient fleurir. Et souvent, nous, on voit qu'un petit bout du chemin, on voit qu'un petit bout de ce qui est possible. Ou par exemple, quand j'ai rencontré mon compagnon, Christian, en 2018, j'étais monogame, j'avais toujours été monogame.
Et il n'était pas prêt pour cette relation, alors que moi, je savais qu'on était fait pour être ensemble, tu vois. J'avais ce sens où je me disais, je sais que c'était lui. Et puis il me dit, non, mais m'attends pas, j'ai besoin de digérer mon ancienne relation. Et puis, il est revenu 8 mois après, alors que je fréquentais quelqu'un pour la première fois de ma vie, qui avait déjà une partenaire et qui était en mode polyamour. Mm. Et donc, quand Christian est revenu, je lui ai dit, bah oui, mais maintenant, prends un ticket parce que tu n'es pas tout seul. Et il a dit OK. Et donc, du coup, ça a ouvert pour moi un champ des possibles que j'avais jamais exploré avant. Et la vie savait mieux que moi, tu vois. Encore une fois, j'aurais pu dire, mais c'est pas juste, ou c'était pas ce que je voulais, ou j'aurais pas voulu que ça se passe comme ça. Mais en fait, la vie avait un plus grand plan que ce que moi, j'avais pu anticiper avant parce que je savais pas, tu vois. Et en fait, on ne sait pas. Donc, il y a vraiment cette posture d'humilité de se dire, OK, j'ai une vision, j'ai confiance dans ma vision, mais il y a une vision encore plus grande de la part de l'univers, la vie, Dieu, vous mettez les mots que vous voulez dessus. Et OK, je suis ouverte à la découvrir. Donc il y a vraiment ça, il y a cette posture-là. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça me parle beaucoup. Et puis en t'écoutant, je me dis qu'il y a vraiment cette idée d'intuition parce que tu dis je le savais quelque part. Ta tête le savait pas, mais ton cœur le savait. Et je sais pas si tu connais cette phrase de Christiane Singer, cette essayiste qui est décédée, française qui est décédée il y a quelques années, qui disait ce n'est pas la tête qui sait, c'est le cœur. Et ça m'a fait penser à cette phrase quand tu as dit je le savais, mais en même temps je savais pas. Tu vois, c'est Ouais, c'est marrant parce que quand tu dis ça, je crois qu'on appelle ça la claire connaissance, quand on sait. Il y a quelque chose comme ça. Et pendant des années, je voyais des gens qui avaient clairaudience, clairvoyance, plein de dons, tu sais. ouais. Et je me suis dit, ah, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir ce don. Comment je peux faire pour le développer? Alors que j'avais commencé un petit peu, suivre des cours, prendre des cours de chamanisme, faire des choses comme ça. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas mon chemin, mais que j'avais cette sensation que je sais ce qui est juste, tu vois. Et Ouais. donc, et je pense que ça, c'est en lien avec la connexion au cœur. Et d'ailleurs, il y a un super documentaire qui s'appelle L'infinie puissance du cœur. Si tu l'as pas vu, je te le recommande, de Baptiste de Pape, Mhm. qui est sorti maintenant il y a une dizaine d'années, peut-être même qu'il est disponible sur YouTube, qui explique que le cœur, c'est avant la tête. Il y a une réaction du cœur face à des images, par exemple, qui sont proposées à des gens lors d'une étude. Le cœur, c'est avant la tête. En fait, la réaction, elle est là avant la tête. Il y a quelque chose qui se passe, le cœur perçoit avant même que la tête comprenne. Oui, et merci pour cette référence, on va la mettre. C'est vrai qu'on parle toujours du cœur de manière métaphorique, écouter son cœur, mais en réalité, on sait aujourd'hui que l'organe, le cœur, détermine notre système, nos émotions, notre système nerveux, et qu'il a même un champ électromagnétique qui est beaucoup plus puissant que le cerveau. Donc au-delà de la C'est métaphore, il y a vraiment l'organe en lui-même détermine quand même beaucoup de choses dans les c'est informations qu'on perçoit. énorme. Ouais. Ouais. Et je pense que quand on passe beaucoup de temps à écouter son cœur, on développe une forme de cohérence, Ouais. tu vois, dont le monde a besoin parce que le monde, il est rempli de personnes distraites, qui sont complètement, j'ai envie de dire presque éclatées, tu sais, qui sont pas rassemblées. Alors je fais des gestes, il n'y a pas d'image, mais qui sont pas rassemblées dans leur être, tu sais, et donc qui sont pas ancrées, qui sont pas bien stables en elles. Et je me rends compte parfois que, alors moi je suis une personne plutôt réservée, donc je parle pas trop dans les groupes ou quand je rencontre des nouvelles personnes, je laisse souvent les autres parler. Mais les gens souvent viennent à moi et ils me disent souvent, qu'est-ce que je me sens bien en ta présence? Il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui, j'ai envie de me confier à toi, ça me fait du bien, je sens que je peux me déposer, je me sens en sécurité. Et je pense que c'est ça, c'est cette cohérence, le fait que moi j'habite mon cœur et que je l'écoute. Il y a quelque chose de posé qui invite les gens à revenir dans cet état-là aussi. Et souvent, ce que j'explique en coaching, c'est que ça, c'est plus important que de poser des super questions ou de créer des exercices de coaching qui sont absolument formidables, où on fait des pirouettes, etc. Tu vois, ramener les gens dans cet espace-là, ça a une valeur extraordinaire. Et après, quand on est dans cet espace-là et qu'on pose la bonne question au bon moment, ça fait tilt et la personne arrive à comprendre qu'elle peut changer de perspective et transformer sa vie depuis le bon espace, tu vois. Donc, c'est gagné. Mais c'est d'abord la présence au cœur, à cette magie qui se déroule, qui permet de révéler le meilleur. C'est juste extraordinaire.
Et d'ailleurs, cette idée d'écouter son cœur, en fait, on la retrouve quand même dans beaucoup de civilisations. Tu vois, en Inde, on parle de chakra du cœur, qui est le lieu de la vérité et de l'amour. Tu as parlé d'amour tout à l'heure. Et c'est vrai que ça se retrouve quand même depuis longtemps. Et dans beaucoup de civilisations, c'est pas quelque chose de finalement nouveau. Mais est-ce qu'on l'a oublié quelque part et on est tellement entré dans une société où on est très, très mentalisé qu'on n'arrive plus à écouter son cœur, on est inhibé en fait. Oui, complètement. Et il y a malheureusement, hein, il y a les réseaux sociaux aussi. Je pense que ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'il y a beaucoup de comparaisons avec les autres et on est rentré dans une ère du paraître où on a envie d'avoir l'air de réussir ou d'avoir l'air, je sais pas, de telle façon, tu vois. Et on croit que si on a l'air comme ça, on va être content. Au bout d'un moment, on va toucher la joie à laquelle on aspire. Mais ça marche pas dans ce sens-là. C'est d'abord, je ressens comment je me sens à l'intérieur et ensuite, je crée une vie qui se déploie à partir de comment moi, je me sens à l'intérieur. Et ce serait beau qu'on arrive à le faire, à remettre les choses à l'endroit parce que, encore une fois, j'ai l'impression que c'est à l'envers. Et quand on va remettre ces choses-là à l'endroit, moi, j'ai confiance qu'on peut transformer l'humanité en peu de temps. Malheureusement, ça va à vitesse grand V dans l'autre sens. Tu vois, tout l'univers du paraître, de ce qui, a priori, devrait créer le bonheur, tu sais, entre guillemets, pour les gens avec des cases à cocher, tu vois, avoir l'air comme ça, ressembler... Alors, en ce moment, j'ai l'impression que toutes les femmes ressemblent à des poupées Barbie, en fait, parce que j'habite à Bali, et malheureusement, elles se ressemblent, les femmes ici. Alors, je ne sais pas si c'est partout dans le monde, mais ici, c'est énormément. Il y a beaucoup de cliniques de chirurgie esthétique. Et les femmes se refont les lèvres, les pommettes, même le nez. Elles se refont les seins. Elles ont toutes des faux ongles qui sont hyper longs. Et donc, il y a ça devient normal, en fait, d'être inauthentique pour ressembler à quelque chose dont on croit que ça va nous donner le bonheur, tu vois. Mais en fait... c'est la vie qui fonctionne à l'envers, en fait. C'est à partir du moment où tu te sens bien dans ton cœur, tu commences à te sentir bien dans ton corps, t'en prends soin et tu comprends ce qui te rend unique. Et c'est cette unicité que tu vas vibrer dans le monde et qui va te rendre magnétique, attirante, qui va faire que tu vas créer des opportunités avec les gens, d'amitié, d'amour, d'opportunités professionnelles. C'est pas parce que sur le papier, tu ressembles à ça, en fait. C'est fou. C'est fou ce monde dans lequel on vit. Ouais, non, c'est vrai. C'est sortir un peu de ces dictates qui sont en fait des prisons, tu vois, dans lesquelles les gens s'enferment. C'est horrible. Et ça me rend triste pour elle parce que je pense que ça va empirer avec le temps. Parce que forcément, avec le temps, il y a la gravité. En fait, il y a le visage qui tombe. Donc, en fait, il y a un moment, tu es obligé d'en faire plus. C'est la course à toujours plus. Parce qu'au début, tu dis, je vais faire un petit peu. Mais en fait, tu peux pas te contenter de faire un petit peu. Les années vont passer. Tu vas devoir faire beaucoup à la finale si tu veux continuer à ressembler à ça. Et tout le monde va ressembler à un monstre. ça va être intéressant dans les années qui viennent. Mais on a une carte à jouer avec l'authenticité parce que du coup, on va bien voir la différence entre les personnes authentiques et les personnes qui ont basculé. Tu parles beaucoup effectivement de visage, de paraître. J'avais interviewé Sylvie Lefranc, je ne sais pas si tu la connais peut-être, elle est spécialisée dans le yoga du visage. Et elle me disait en fait l'enjeu, c'est pas d'arrêter de vieillir, parce que le visage, il va vieillir. De toute façon, on n'arrête pas le process. L'enjeu, c'est d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à aimer son visage qui évolue jour après jour et d'en prendre soin. Et ça, je trouve que ça change vraiment tout notre rapport au corps, parce que le corps n'est jamais le même jour après jour. Oui, c'est ça. Et puis, il y a vraiment des choses de nous qui se révèlent. Je trouve il y a une lumière qui se révèle à mesure qu'on se connaît mieux. Et moi, j'ai 42 ans. Et quand je regarde les photos de quand j'avais 30 ans ou de quand j'avais 20 ans, en fait, je me trouve mieux maintenant. Et je pense que ça va continuer. Je pense que dans 5 ans, je dirai la même chose. Dans 10 ans, je dirai la même chose. Dans 20 ans. Alors, je sais pas si dans 50 ans, je dirai la même chose, mais j'espère. Mais pourquoi pas? Parce que si on s'aime, effectivement, on regarde au-delà du visage. On regarde vraiment ce qu'on est. Tu as parlé de singularité, d'unicité. C'est ça que tu regardes finalement quand tu regardes le miroir. Au-delà des rides, au-delà de la peau. Il y a une personnalité qui se dessine en fait. Et c'est ça, c'est le charme qui passe à travers nous. Il y a vraiment... Mais ça vient quand on se connaît mieux. Et je trouve que ce chemin de connaissance de soi, il est essentiel. Et donc, c'est découvrir, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi mes combats, c'est quoi ma vision pour le monde, comment j'ai envie que le monde se transforme et comment moi je passe à l'action pour y participer. Et donc, tout ça, c'est hyper important. Il y a un autre sujet aussi dont tu parles beaucoup, Anne-Claire, c'est l'abondance. Alors, j'aimerais que tu nous partages un peu ta définition de l'abondance et dans quelle mesure
cœur et abondance sont quelque part liés pour toi? Hmm. Alors, je vais commencer par une citation qui n'est pas la mienne, c'est celle de Rumi qui dit « Ne cherche pas l'amour, cherche les barrières que tu as mis entre toi et l'amour ». Bon, je paraphrase parce que c'est peut-être pas ces mots exactement, mais c'est la même chose pour moi avec l'abondance. Parce que je pense que l'abondance, c'est notre droit de naissance. On est tous nés, en fait, avec le droit légitime d'avoir l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Et puis, on a cru comprendre qu'il fallait qu'on s'adapte à un monde malade où on apprend des choses sur l'argent qui sont pas tout à fait vraies. L'argent et l'abondance sous toutes ses formes. Et puis, on commence à grandir et à évoluer dans un monde où on a l'impression qu'il y a toujours du manque. Du manque de soutien, du manque d'opportunités, du manque d'amour, du manque d'entraide et du manque d'argent. Et beaucoup de gens vivent comme ça tout le temps dans le manque. Alors qu'en réalité, ils ont appris à vivre comme ça, c'est une suradaptation encore. Alors que s'ils arrivent à déconstruire ce qu'ils croient être vrai à propos de tout ça, et s'ils reviennent profondément dans qui ils sont, et s'ils s'autorisent à fonctionner différemment, ils auront des résultats différents. Et pour moi, l'abondance, pour répondre à ta question, c'est avoir suffisamment et plus pour pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Mais quand on vit depuis l'espace du cœur, c'est pas depuis un espace égoïste de j'ai juste envie d'avoir 100 voitures pour moi et c'est tout. Mais si tu veux avoir 100 voitures, je te soutiens et tu peux avoir 100 voitures. Mais il y a quelque chose de l'ordre de je le veux pour moi et pour le monde. Et quand je me remplis moi de quelque chose, ça déborde et le monde peut en profiter. Tu vois, c'est juste magique. Moi, je pensais pas. Je dis souvent, je suis petite en taille et j'ai eu l'impression d'être petite dans la vie parce que j'avais l'impression que je pouvais pas avoir un grand impact. Et je me rends compte qu'en fait, pas du tout. Je peux avoir un impact absolument extraordinaire. Hier soir, j'étais avec mon compagnon, mon deuxième compagnon, parce que donc j'en ai deux. On se promenait et j'ai vu une fermière de mon quartier ici à Ubud qui est venue me voir et ça fait plusieurs fois qu'on l'aide. Et elle me dit, est-ce que tu peux m'aider aujourd'hui parce que j'ai besoin de riz et d'huile. Et donc, on était disponible, donc on est parti. On est allé faire des courses pour eux. On a fait plein de courses. On a ramené les courses, tu vois. Et ils étaient tellement contents. On a acheté des trucs pour eux, pour leurs chiens, pour leurs chats. Et donc, on les aide. Et donc, il y a un système... En fait, il y a un truc qui se passe, c'est l'overflow. C'est-à-dire qu'à la base, l'abondance, moi, je voulais juste accéder à une forme de liberté, tu vois. Souvent, les gens, ils veulent l'abondance pour la sécurité et pour la liberté. Et après, ils se rendent compte qu'en fait, non seulement ça a des répercussions dans leur petite vie, mais aussi dans la vie de tout le monde. Un peu plus tôt aujourd'hui, j'étais en train de texter mon chauffeur préféré. Donc ici à Bali, il y a des drivers, des chauffeurs en motocyclette, en scooter et tout ça. Et donc j'en ai un préféré, il s'appelle Junior, il est super. Et il vient d'avoir un bébé. Et donc il est reparti en Indonésie pour voir sa femme qui vient d'avoir un bébé. Et comme beaucoup d'Indonésiens, il doit travailler à Bali, enfin en tout cas pour lui, de son âge, il y en a beaucoup qui viennent de Java. Et il parle pas bien l'anglais. Et donc, je lui ai dit, à l'occasion de la naissance de ton bébé, je vais t'offrir des cours d'anglais. Et donc, il était là, mais t'es sûr? Et donc là, il va passer un niveau, donc il va prendre des cours. Donc, il passe du temps avec son bébé et il va prendre des cours pour pouvoir offrir un futur différent à sa famille. Et donc, on se rend pas compte, c'est des petites choses, mais en fait, c'est énorme. Plus nous, on se déploie dans notre abondance, plus on va toucher la vie des gens autour de nous. Et plus les gens vont aussi avoir l'audace de devenir abondants. Moi, je trouve que je crée beaucoup ça autour de moi. C'est de par la façon dont je vis. Les gens autour de moi se disent « Oh, mais je joue petit. » Quand je regarde Anne-Claire jouer au grand jeu de la vie, je joue un peu petit. J'ai envie de jouer un peu plus grand. Et c'est juste génial de voir ça. Ouais, et l'audace de l'abondance, c'est intéressant parce que c'est vrai que on est tout le temps en train je trouve qu'on vit dans une société où tout nous rappelle que il risque d'y avoir ça, qu'on n'est pas en sécurité, qu'il manque ci, qu'il manque ça, et on vit tout le temps dans un peu de ce scénario qu'on entend en boucle, alors, quand on écoute d'ailleurs les informations, mais il vaut mieux parfois prendre un peu de recul par rapport à ça, et ça peut freiner vraiment cet élan. Et je trouve que c'est important de dire que c'est un choix aussi, tu vois, d'avoir l'audace d'y aller. On n'est pas obligé de subir ce manque, en tout cas on n'est pas obligé d'adhérer aussi à ces informations-là. Exactement, c'est un choix de ne pas vivre dans le manque. Mais c'est un choix même de tous les jours.
Je me rappelle quand j'ai rencontré mon deuxième compagnon, souvent on se disait, oh, tu me manques, j'ai pas beaucoup de temps avec toi, parce que, en fait, le temps était compté parce que il y a une hiérarchie dans mes relations et donc j'ai beaucoup plus de temps avec mon mari que j'ai avec mon deuxième compagnon. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, non, mais attends, on arrête, moi, je vis pas dans le manque. Je lui ai dit, je lui ai dit comme ça, non, mais en fait, il y a toujours assez de temps. Et tu vas voir, en fait, on va stretcher le temps et le temps est de notre côté. On a commencé à reformuler et d'un coup, il y a eu beaucoup plus de temps. Et donc, je pense que c'est vraiment, il faut se choper, tu sais, dans tous les domaines. Quand on sent qu'on est dans le manque dans un domaine, on se chope et on se dit comment je peux reformuler mon univers intérieur et après, ça va refléter ma réalité à l'extérieur. Et c'est exactement ça. Et c'est full-time job. Franchement, c'est un temps complet de faire ça. C'est transformer ses pensées, en fait, les reformuler. Je trouve qu'elle est intéressante, ton idée, reformuler ça de manière, du coup, pas dans le manque, mais de manière positive pour ne pas nourrir cet état d'esprit de manque. Exactement. Quelles sont les plus grandes réalisations en termes d'abondance qui se sont opérées dans ta vie, toi, par exemple, Anne-Claire, entre la Anne-Claire d'aujourd'hui et la Anne-Claire d'il y a 10, 20 ans? Oh mon Dieu, c'est énorme la différence. Bah déjà, je suis millionnaire, donc en fait, ça a changé quand même beaucoup de choses parce que j'aurais jamais cru que c'était possible, en fait. Tu m'aurais dit ça même il y a 10 ans ou même il y a 5-6 ans, j'aurais rigolé. J'aurais dit non, mais moi, j'aspire à gagner 100 000 euros par an, ce serait génial, tu vois. Mais même, je me rappelle, je me faisais coacher dans mon petit appartement à Paris, c'était il y a 7-8 ans. Je disais, je veux gagner 30 000 euros par an. C'est fou, en fait, la différence. Donc pour moi, c'est déjà ce résultat financier, il me montre que j'ai vraiment réussi à créer un monde intérieur qui m'a permis de refléter une réalité extérieure qui est totalement différente de qui j'étais avant. Donc quand les gens disent on ne change pas, je dis c'est pas vrai, en fait, on peut tout à fait changer parce que quand on fonctionne à l'envers et qu'on comprend qu'on peut fonctionner à l'endroit et qu'on fait le travail, c'est inévitable qu'au bout d'un moment, il y a des résultats. Mais ça prend du temps. Moi, c'est pas arrivé en un claquement de doigts. Ce travail-là, il a pris plus de 10 ans. Et je pense qu'il y a des gens pour qui ça peut prendre un peu moins de temps ou plus de temps, mais c'est pas grave. En fait, c'est la route qui est intéressante. Et puis, au bout d'un moment, de toute façon, ça va bouger. Et j'ai oublié ta question. Les différences. Non, les plus grandes réalisations. Donc, tu es millionnaire, tu l'as dit. Est-ce qu'il y a d'autres Tu as parlé beaucoup d'amour aussi, ta vie amoureuse aussi. En fait, avant, j'avais l'impression qu'il fallait que je choisisse avec une forme de liberté d'être et l'attachement. Entre une forme de liberté d'être et l'attachement. L'attachement amoureux, la sécurité, créer un ancrage amoureux. C'était l'un ou l'autre. Et ça, c'est vraiment une idée de manque. Vraiment, tu sais, si j'ai ça, je peux pas avoir ça. Ah bah oui. Mais non, en fait, c'est pas vrai. Si j'ai ça, je peux aussi avoir ça. Et ça demande de travailler sur les choses qu'on s'empêche de vivre, je dirais. Et puis de développer des qualités de communication, d'être capable d'être authentiquement soi-même, d'expliquer ce qu'on aimerait bien à propos de notre vie amoureuse et notre vie tout court. Et à partir du moment où on commence à avoir une vision qui se dessine, des aspirations partagées avec l'autre, et souvent, alors là, si je vais parler de mon expérience, souvent les bonnes personnes, elles sont émerveillées par cette vision et elles ont de la curiosité. Même si elles peuvent se sentir intimidées, elles ont de la curiosité et elles trouvent ça attirant. Et donc, ça crée quelque chose que moi, je sous-estimais avant, en fait, quelque chose de magnétique et de très qui fonctionne bien pour co-créer des relations. Mais ça s'apprend, ça aussi, c'était quelque chose qui n'était pas du tout évident pour moi. Et j'avais l'impression que je devrais rester toute seule, que si je voulais être vraiment moi-même, je devrais rester toute seule. Et en fait, j'ai éprouvé le contraire, parce que j'ai créé là 2 super belles relations amoureuses qui sont extraordinaires. Et je trouve que c'est ma plus belle réalisation, même encore plus que d'avoir gagné beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de... J'en parle peu parce que mes compagnons sont assez réservés et pas trop des personnages publics. Et donc, puis c'est notre intimité. Mais en fait, je crois que c'est vraiment ma plus belle réussite. C'est juste, il y a tellement d'amour, de soutien, de joie au quotidien. C'est magique. En tout cas, ça se ressent, Anne-Claire. Et puis, tu as écrit plein de livres. Tu as plein d'autres réalisations. Je crois que tu as écrit une dizaine de livres, c'est ça? Ouais, 13. 13 livres, wow. En même pas en 10 ans, non? Assez rapidement, quand même. Ouais, en 10 ans, c'est ça. Bon, le dernier, c'est un livre de coloriage, il n'y a pas trop de mots. Mais dans les autres, il y a beaucoup de mots.
Est-ce que toi, tu as des rituels comme ça pour cultiver justement ton abondance au quotidien? Est-ce qu'il y a des pratiques que tu aurais envie de conseiller ou par lesquelles tu es passée qui t'ont J'en aidé? ai plein. Ah, J'en ai super. Alors, j'ai même un petit programme de 30 jours, si ça intéresse les personnes qui nous écoutent, qui s'appelle Ancrer une mentalité prospère. Et donc, tous les jours, c'est qu'est-ce que je fais tous les jours, en fait. Mais là, je vais en partager quelques-uns. Donc, par exemple, moi, j'invite beaucoup la gratitude. Alors, j'invite la gratitude le matin au réveil quand j'ouvre les yeux pour ce que j'ai. La gratitude pour mon compagnon auprès duquel je me réveille, pour mes 4 chats qui m'ont réveillé 10 fois cette nuit, pour le soleil qui brille, pour ma bonne santé, tout ça, en fait. Gratitude pour ce que j'ai. Et le soir, quand je vais me coucher, j'invite à nouveau la gratitude pour ce que je veux dans le futur, mais je ressens au présent que je l'ai déjà. Tu vois? Donc, par exemple, en ce moment, j'ai des challenges avec ma maison. J'ai acheté une villa à Bali et il y a des travaux dedans. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des travaux parce qu'ils n'ont pas bien fait le boulot du début, donc ils doivent défaire pour refaire. Et donc, je mets gratitude pour les travaux qui sont faits en temps et en heure et qui me permettent de rentrer dans ma maison dans 10 jours, par exemple. Tu vois. Et donc, j'invite la gratitude comme si c'était une certitude. Ah, merci de faire ça pour moi. Ou si j'ai un petit problème de santé, je vais dire gratitude pour ma santé parfaite et ma digestion parfaite. Et je sais, en ce moment, j'essaie de réduire parce que j'ai 30% de body fat, de pourcentage de gras dans mon corps, ce que je savais pas. Je suis pas en surpoids, mais mon pourcentage de gras est un peu trop élevé par rapport à ce que je voudrais. Ce serait mieux que je sois à 25%. Et donc, je demande merci pour mon 25% de pourcentage de gras et donc de shifter mon gras en muscle 5% dans les mois qui viennent. Alors, ça ne veut pas dire que c'est que l'univers qui va le faire, hein, on est d'accord. Je mange plus de protéines et je vais à la salle de sport 2 à 3 fois par semaine et j'ai acheté une veste pour faire mes poids, pour faire mes pas avec une veste de 5 kilos en plus sur moi. Donc, je fais ce qu'il y a à faire aussi. Mais je demande à la vie de m'aider. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a changé pour moi. Avant, j'avais l'impression que je devais toujours faire tout toute seule. Et ça, j'ai beaucoup vécu comme ça, dans une forme d'hyper-autonomie, un peu rigide et en force. Et j'ai appris qu'en fait, c'est l'univers et moi. Et donc, je lui demande de m'aider et moi, je donne mon meilleur. Je fais tout ce qui est en mon possible pour pouvoir le faire, pour réussir, mais je demande à l'univers de faire ce que moi, je peux pas faire. Voilà. Pour qu'ensemble, on aille plus loin, plus vite, plus haut, quoi. Super. Bah, merci beaucoup déjà pour ces partages, Anne-Claire. On arrive Avec bientôt plaisir. au bout de notre échange. Moi, j'ai envie de te demander pour finir cette conversation, qu'est-ce que ton cœur te dicte aujourd'hui, Anne-Claire, pour les mois, les années à venir? Aujourd'hui, il me dit de mettre de la musique et de danser à la maison. Voilà, je suis un peu dans cette humeur-là et d'aller danser ce soir à Bali. Et sinon, pour les années à venir, pour moi ou pour le monde? Ça peut être les deux. Mhm. C'est marrant. Moi, il me dit de jouer dans la grande cour. C'est marrant parce que j'ai dit ça tout à l'heure, mais depuis des années, je me dis je vais travailler en anglais. Et je travaille beaucoup en français, donc la plupart de ma clientèle, mes étudiants, mes lecteurs, les gens m'ont trouvé en français. Et c'est ce qui est confortable puisque c'est ma langue de naissance. Mais je vis en anglais au quotidien, dans un pays étranger, avec des personnes étrangères. Mes coachs sont étrangers, mes amis sont étrangers, tout le monde est étranger en fait. Et pour cette cohérence et pour aussi rien que mon ouverture au monde, je sais que j'ai envie de toucher une audience aussi en anglais, ce qui me demande de sortir de ma coquille, de faire plus de vidéos en anglais, de faire plus de programmes en anglais. Alors j'ai commencé depuis l'année dernière, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'illégitimité au début quand on démarre que c'est nouveau. En fait, on arrive dans un nouvel environnement. On se dit, oh là là, mais personne m'attend, personne me connaît. Donc il y a cette posture d'humilité et ouais, ça me demande d'avoir confiance et d'être patiente. Et puis petit à petit, brique par brique, de faire ma place. Voilà. Super. Et un dernier peut-être conseil ou une dernière phrase pour les gens qui auraient envie de suivre leur guidance intérieure? J'ai envie de dire que tout le monde peut et tout le monde doit. Parce que même s'il y a des gens qui le font, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah mais c'est ok s'il y a cette personne qui le fait, cette personne qui le fait. Un peu comme le fait d'écrire des livres, tu sais, ah mais il y a déjà des livres sur cette thématique.
Oui, mais en fait, les gens, ils l'ont fait avec leurs propres vibrations, avec leurs propres expériences, avec ce qu'ils ont envie de transmettre. Mais si vous qui nous écoutez, vous avez des grands rêves et que vous avez envie de faire ce qui vous plaît de faire, c'est certainement qu'il y a une raison. C'est que vous allez toucher les gens différemment. Et donc, ne vous arrêtez pas au fait que oui, bon, bah, c'est bon, il y a déjà des gens qui le font. On a quand même besoin de vous pour le faire. Parce que par exemple, moi, j'enseigne le coaching. Mais pas tout le monde va vibrer avec moi. En fait, on a besoin de d'autres personnes qui enseignent le coaching différemment, avec leur touche, avec leur sauce. Et donc, ce serait dommage qu'il y ait des gens qui disent « Ah, mais moi, je ne vais pas le faire parce qu'Anne-Claire le fait. » N'importe quoi. En fait, on a besoin de toutes les couleurs pour créer des transformations qui soient globales. Et moi, honnêtement, je peux toucher qu'un certain nombre de personnes. Quelques milliers, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers peut-être. Mais on a besoin d'avancer ensemble comme une grande chaîne de lumière pour pouvoir faire des transformations qui sont plus grandioses que ça. Hein, et quand on regarde le monde à l'extérieur et qu'on le voit patauger dans une forme de complaisance, de scroller sur les réseaux sociaux, de se suradapter, etc., ben on a vraiment besoin que tout le monde aille réveiller les gens dans les chaumières pour dire « mais on peut faire différemment ». Donc voilà mon mot de la fin, c'est bougez-vous les fesses et occupez votre place. Et vous voyez pas, mais Anne-Claire lève les bras au ciel, elle est pleine d'énergie. Non, c'est génial, j'adore cette énergie. Et puis moi, je retiens vraiment cette phrase, le monde a besoin de toutes les couleurs. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le rappeler parce que trop de personnes se brident en se disant « Ah bah, il y a mieux que moi, il y a déjà des gens qui le font. » Et je pense que tout le monde, je te rejoins beaucoup là-dessus, tout le monde peut apporter sa brique à sa façon. Et ça fait vraiment du bien de l'entendre. Donc, merci Anne-Claire. Merci pour ce message que je partage. Et merci pour vraiment cette heure, pratiquement cette heure passée ensemble. Et voilà, toute l'énergie que tu as partagée. Et ces beaux messages que tu portes au monde. Donc, j'espère que ça résonnera aux oreilles de ceux qui nous écouteront. Merci à toi de passer la lumière. Merci beaucoup Anne-Claire. Je te souhaite une très belle journée sous la danse alors et le soleil de Bali. À bientôt. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.